Ok, donc effectivement, je vais vous parler d'une partie de mes travaux depuis mon recrutement à Strasbourg. Une autre partie est beaucoup plus orientée sur des problèmes inverses et de la reconstruction, mais ça sort du cadre de cette journée. Euh, alors, l'objet, effectivement, les estimateurs et les outils qu'on a pu proposer et investiguer surtout pour l'estimation. Donc, pour commencer, la géométrie discrète n'a pas une grande diffusion dans le monde de la BD, mais j'ai quand même trouvé une petite BD de Boulet, qui est un dessinateur qui fait un blog sur le sujet. Et vous voyez donc le dessinateur se représente plongé dans un monde pixelique en 2 dimensions en disant voilà un monde simple composé de quelques pixels. Et puis bon, bah, je passe un peu le texte et il rencontre le professeur Hawking auquel il dit que bah, il n'y a pas grand-chose à étudier ici puisque tout est simple et avec des pixels. Et ce à quoi répond le professeur, que finalement c'est un peu plus compliqué que ce qu'il croit. Le pixel est une particule élémentaire, mais elle contient énormément d'informations. Et si on change la résolution, donc en regardant au microscope, on trouve d'autres objets dans le pixel. Alors ici, mais bon, des petits objets de référence. Et si on passe à la dernière case, on a de plus, les calculs sont impossibles. À cette échelle, les lois mathématiques du continu ne s'appliquent plus. Par rapport à la longueur du carré, la diagonale devrait être multipliée par racine de 2. Or, elle contient le même nombre de pixels. Donc voilà, une bande dessinée qui permet d'aborder deux points centraux de ce que je vais vous présenter. D'une part, l'aspect multirésolution. À une résolution donnée, on a de l'information et quand on augmente la résolution, une nouvelle information apparaît. Et d'autre part, le fait que l'estimation, en particulier de longueur, n'est pas immédiate dans le monde discret. Elle peut être enfin, recherchée de plusieurs façons pour comment dire, être en adéquation avec celle du continu. Voilà, j'en ai pas trouvé d'autres sur le sujet, mais enfin bon, voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors, cette estimation de longueur, on s'est penché dessus donc au sein de l'équipe image dans le thème GDMM, en l'occurrence, qui avait déjà ce nom avant que la journée y soit dédiée, et avec Mohamed Tagine, Alain Dora à l'époque, Loïc Mazot et Étienne Lequintrec. Le premier cas que l'on a abordé, c'est le cas fonctionnel. Il a un gros défaut de ne pas pouvoir être appliqué directement sur les formes planaires, mais par contre, il a un gros avantage, c'est la souplesse de génération des fonctions et la facilité d'étude. Alors, je veux d'abord vous présenter les résultats obtenus dans ce cadre et ensuite voir comment on a pu l'étendre au cas planaire. Alors, bien évidemment, l'estimation de longueur dans le cas discret n'est pas directe et n'a pas de version unique transférée du continu. Et plusieurs estimateurs ont été proposés. On peut les tester expérimentalement sur un exemple, plusieurs exemples, une famille d'exemples, ou alors chercher à prouver une propriété qui est désirable pour ces estimateurs, qui est la propriété de convergence multigrille, qui stipule que l'estimation discrète tend vers l'estimation continue lorsque le pas de la discrétisation tend vers 0, sous-entendu lorsque la discrétisation tend vers l'objet continu. Alors ici, j'ai donné un exemple à plusieurs résolutions de discrétisation d'une courbe continue un peu fractale. Vous allez voir que ce thème revient au cours de l'exposé. Et on s'est donc intéressé à prouver ou étendre la preuve de cette convergence à, d'une part, des familles de courbes avec des hypothèses assez peu restrictives et d'autre part, à une famille d'estimateurs assez large. Donc, c'est un travail qui
sans être très précis, permet d'englober et de prouver pour différentes familles d'estimateurs des résultats assez généraux. Et les estimateurs de longueur peuvent être classés suivant plusieurs familles. Alors, avant d'aborder les différentes familles, il convient de préciser qu'ici, on peut avoir une estimation de longueur qui est basée sur la même idée que ce qu'on a dans le continu, c'est-à-dire une estimation polygonale à partir de la courbe discrète. Et il y a aussi des estimateurs qui fonctionnent autrement, notamment basés sur l'estimation de tangente. Ici, on se concentre sur la première famille, c'est-à-dire des estimateurs discrets qui sont basés sur l'estimation de la longueur de polygones inscrits dans la courbe discrète. Et parmi ces estimateurs, on a des estimateurs locaux pour lesquels les longueurs de segments sont de taille fixe, indépendants donc de la courbe et indépendants de la résolution. On a une version semi-locale des estimateurs qui se basent sur des segments dont la taille dépend de la résolution, mais qui ne dépend pas de la courbe. Et enfin, des estimateurs adaptatifs pour lesquels les segments sont déduits de la courbe et donc adaptés à cette courbe, parmi lesquels on distingue ceux qui sont basés sur les segments de droite maximaux et ceux qui sont basés sur le polygone de périmètre minimal. Alors ces derniers, bien évidemment, dépendent à la fois de la courbe, mais aussi de la résolution à laquelle elle est discrétisée, puisque les segments ou le polygone vont être dépendants de cette discrétisation. On appellera par la suite motifs les segments discrets pour la partition de la courbe. Alors, c'est un petit peu flou puisque ce n'est pas exactement la même définition dans le cadre fonctionnel où ça va être déterminé par l'abscisse et dans le cadre planaire où là, ça va être directement sur la courbe discrète. Un petit aperçu de ce qui a été obtenu sur les résultats théoriques, donc sur la convergence multigrille pour l'estimation de longueur. Alors, à commencer par les estimateurs locaux pour lesquels un résultat négatif a été prouvé par Mohamed et Alain sur le fait que l'estimation de longueur n'est pas convergente multigrille pour les estimateurs locaux sur certaines courbes, des droites et des paraboles. Ensuite, pour ce qui est des estimateurs basés sur les segments maximaux, on a des résultats de convergence multigrille pour les polygones convexes avec une vitesse de convergence, c'est-à-dire l'ordre de grandeur de l'erreur d'estimation qui dépend du pas de la grille H et qui est de l'ordre de grand O de H. Et pour des courbes C3 à courbure strictement positive, on a un résultat, donc toujours pour les estimateurs basés sur les segments maximaux, de convergence multigrille, cette fois avec une vitesse de convergence en grand H puissance 1 tiers. Pour ce qui est des estimateurs basés sur le périmètre minimal, on a encore le même résultat que pour les segments maximaux sur les polygones convexes. Enfin, sur les estimateurs semi-locaux, Alain Dora et Mohamed Tagine ont prouvé qu'on avait une convergence en racine de h pour des fonctions C2, donc avec des conditions un peu assouplies. Alors, on a cherché à donc généraliser un peu ces résultats et la généralisation s'est faite de la manière suivante. D'une part, on s'est focalisé sur l'approximation polygonale de la longueur et d'autre part, on a essayé de mettre en exergue un comportement qui se passe à deux échelles, celui de la grille et celui du motif. Alors, je m'explique. Si on distingue dans l'erreur entre le polygone qui est donc sur la courbe discrète en bleu ici
Et la courbe continue, on peut découper l'erreur en 2 morceaux. D'une part, l'erreur entre la courbe continue et sa corde, qui est l'erreur classique dans le continu, et d'autre part, l'erreur de discrétisation entre le segment du polygone sur courbe continue et le segment de polygone sur la courbe discrète. Et on va s'apercevoir que la première erreur, l'erreur entre la courbe continue et sa corde est minimisée lorsqu'on diminue la taille du segment, mais que d'autre part, l'erreur entre la corde continue et la corde discrète, elle, dépend donc de la discrétisation et elle va avoir tendance à être minimisée lorsqu'on agrandit le segment. Donc, on va avoir ces deux comportements antagonistes qui vont donner le résultat de vitesse de convergence optimale et qui donc se passe à l'échelle, donc en diminuant h, on diminue l'erreur continue et en augmentant la taille du motif, on diminue l'erreur discrète. Voilà. Alors, tout d'abord, donc dans ce cas fonctionnel, la famille semi-locale a été un peu généralisée en faisant appel à une fonction de motif. Cette fonction de motif a un pas de discrétisation et une fonction discrète associe une partition de son domaine de définition pour donner les motifs. Et à partir de là, un estimateur non local dont le nom complet est estimateur multigrille non local parcimonieux en moyenne va être le choix d'une fonction de motif, uniquement celle-là, donc, mais à deux conditions. D'une part, que la taille discrète des motifs converge en moyenne vers plus l'infini, et d'autre part, que la taille réelle des motifs converge vers zéro. Donc, ces deux conditions pour permettre aux erreurs dont je vous ai parlé tout à l'heure de tendre toutes les deux vers zéro. Alors, c'est possible. Il suffit d'avoir le pas h qui tend plus vite vers zéro que la taille discrète pour avoir à la fois une taille discrète qui tend vers plus l'infini et une taille réelle qui tend vers zéro. Et, et on va voir que ça permet, en mettant cette, comment dire, cette convergence en moyenne, d'englober un nombre important d'estimateurs un peu plus tard. Alors, je passe un peu sur tous les détails, mais on obtient un premier résultat de convergence dans un cas général. Donc, on a une fonction de Lipschitz et une famille de motifs qui vérifient que leur taille discrète moyenne tend vers plus l'infini, leur taille maximale réelle tend vers zéro. Et à ce moment-là, on a simplement le résultat de la convergence multigrille, c'est-à-dire que E est l'estimateur semi-local et quand h tend vers 0, ça tend vers la longueur désignée par L du graphe de la courbe. Donc ici, on a un résultat où il n'y a pas de vitesse de convergence, simplement parce que la famille des fonctions de Lipschitz, c'est une famille assez générale sur lesquelles on n'a pas de contrôle, on a très peu de contrôle. D'ailleurs, elles englobent les fonctions suivantes qui vont nous servir ensuite à faire des tests. D'une part, sur la première ligne, donc c'est un sinus amorti, l'image de droite étant simplement un zoom de l'image de gauche près de zéro, donc avec un point d'accumulation d'oscillation. La courbe du milieu est une courbe fractale avec une infinité de points d'accumulation des points de non-différenciabilité, mais avec néanmoins un périmètre fini. Hein. Et la dernière est la version lisse de la même courbe, donc avec un contrôle sur la dérivée. On verra que ces deux courbes peuvent avoir un intérêt pour voir les comportements multigriés. Alors, on va améliorer un petit peu ce résultat pour obtenir, donner une version qui permet une vitesse de convergence, d'expliciter une vitesse de convergence de l'erreur.
Donc, on se donne toujours une fonction, mais cette fois, elle est différenciable et la dérivée est une fonction de Lipschitz. On a notre famille de motifs dont la taille discrète moyenne tend vers 0. Et cette fois, une condition un petit peu moins contraignante sur la taille réelle, parce qu'il faut que ça soit une taille réelle qui, en moyenne, tend vers 0. La précédente, c'était la taille maximale, donc c'était un peu plus contraignant. Ici, on n'est pas obligé d'avoir la taille maximale qui tend vers 0. Et on a une condition supplémentaire sur le coefficient de variation. Alors, je rappelle en dessous que c'est le rapport entre l'écart type et la moyenne arithmétique, donc quelque chose d'un peu, enfin, pas très compliqué. Et celui-là met une bonne supérieure. Et alors, dans ces conditions, on a non seulement la convergence multigrille, mais on a une majoration de l'erreur entre la longueur réelle et l'estimation semi-locale, non locale, pardon, qui se compose d'un premier terme où vous pouvez reconnaître h, donc le pas, fois la longueur moyenne du motif. Donc, en fait, ça, c'est la longueur moyenne réelle du motif, plus un grand taux de l'inverse de la longueur discrète. Et on voit bien ici, effectivement, que le premier cherche donc à faire diminuer la taille réelle des motifs, alors que le deuxième cherche à faire diminuer l'inverse de la taille réelle, donc à augmenter la taille discrète du motif. Donc, on explicite bien, en ayant découpé l'erreur en deux morceaux, les comportements antagonistes des estimations. Et cette borne d'erreur permet d'obtenir une vitesse optimale en racine de h, ce qui est le résultat qui avait été obtenu sur les estimateurs semi-locaux. Mais ici, donc, on a des conditions un petit peu moins fortes sur la famille de puisque c'est avec une dérivée lipschitzienne, et une condition sur la famille de motifs qui est relativement souple. Cependant, quand on fait des expérimentations pour comparer la borne que l'on a obtenue avec les vitesses réelles de convergence, notamment sur le logarithme entre 1 et 2, on s'aperçoit donc en bleu, c'est les valeurs de notre borne qui sont donc en racine de h, pardon, et en vert, c'est l'erreur effectivement constatée entre un estimateur non local avec une distribution aléatoire de la taille des motifs, mais qui en moyenne tend vers la taille réelle tend vers 0 en moyenne, et enfin qui vérifie les conditions stipulées précédemment. Et on s'aperçoit que ça converge beaucoup plus vite vers 0. En l'occurrence, ça converge quasiment en H. Enfin, là, en l'occurrence, c'est H. Alors, donc notre borne n'est pas bonne, enfin pas suffisante pour ce cas-là. Et en se penchant un peu sur la question, on s'aperçoit que c'est la concavité de la courbe qui permet d'accélérer la convergence. Mais en fait, dans le découpage qu'on a, on a deux polygones. On a un premier polygone qui est sur la courbe continue, un deuxième qui est sur la courbe discrète. Et on a besoin, pour prouver notre résultat, que les deux soient concaves, en l'occurrence. Et donc, on introduit la notion de biconcavité, qui dit qu'elle elle doit être concave, et le polygone associé sur la fonction discrète sur les motifs est aussi concave. Et sous cette condition, si on a une dérivée de plus qui est lipschitzienne avec une hypothèse de proximité que je ne détaille pas, on a à ce moment-là une borne optimale sur la convergence de l'erreur qui est en h 5/6 log de h. Donc là, on se rapproche beaucoup de la vitesse expérimentalement constatée. Et par ailleurs, on a dans l'article de 2017 un exemple où on a une fonction concave dont le polygone sur la fonction discrète n'est pas concave à une infinité d'échelles. Voilà, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors, dans le cas non lisse,
on a, que j'aborde ici, alors ça fait un peu 3 versions du même théorème, hein, mais vous allez voir, il y a quand même un intérêt à présenter le canon lisse. Donc, on prend une fonction de Lipschitz, mais dont on contrôle quand même la dérivée, donc elle est k-lipschitzienne sur chaque intervalle qui est inclus dans son domaine de définition. Alors, on a la taille réelle discrète qui tend vers l'infini. La taille discrète moyenne qui tend vers l'infini et la taille maximale réelle. Donc cette fois, c'est de nouveau la taille maximale, un petit peu plus contraignant, qui tend vers 0. On a à ce moment-là 3 termes dans l'erreur. Le premier, on le connaît maintenant, c'est donc un grand O dans la taille réelle des motifs. Le deuxième, c'est dans dans l'inverse de la taille discrète. Et il y a un troisième terme, un grand O en H de A de H, où vous pouvez voir en dessous que ce grand H est la mesure de Lebesgue de l'union des sous-intervalles ouverts de l'ensemble du domaine des motifs sur lequel la fonction g n'est pas différenciable. Alors, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en gros, c'est tous les motifs sur lesquels on a un point de non-différenciabilité. Quand on va faire tendre h vers 0, on va avoir la taille réelle des motifs qui tend vers 0. Donc, en fait, le nombre de motifs concernés par ces points de non-différenciabilité va diminuer, sauf dans le cas où ces points de non-différenciabilité sont non dénombrables ou enfin en nombre infini. Et dans ce cas-là, on va voir que c'est lié à la dimension de Minkowski. Alors, c'est pour ça qu'on a donné cet exemple. Ici, donc, on a un ensemble de points d'accumulation de non-différenciabilité. Et il se trouve que la mesure H de cet ensemble de non-différenciabilité converge vers en H puissance quelque chose, et ce quelque chose, c'est la dimension de Minkowski de l'ensemble. Donc, on a pu la calculer, et ce qui nous a permis d'ici, à la fois d'avoir donc, comme d'habitude, en bleu, c'est la borne de l'erreur que l'on a calculée. En vert, c'est les mesures constatées expérimentalement. Et on voit que ces deux mesures font intervenir, alors R ici, c'est la résolution, c'est l'inverse de H. Donc, en fait, on a du H puissance 1,5 factorisé avec le 1 qui est le terme normal, moins la dimension de Minkowski de l'ensemble concerné. Donc ici, on voit que la convergence multigrille sur des courbes lisses, on va pouvoir améliorer la vitesse assez bien, notamment si c'est concave, et ça va rapidement l'être au moins sur une grande partie quand on va augmenter la résolution. Mais on peut mettre des bâtons dans les roues à cette vitesse de convergence, et ça de manière arbitraire, c'est-à-dire on peut diminuer la vitesse de convergence autant qu'on le souhaite en augmentant le point de non-différenciabilité de la courbe sur son support. Donc, c'est une sorte de contrôle de la vitesse en faisant apparaître de plus en plus de détails non différenciables. Alors, pour faire une synthèse sur ce point-là, on a donc cette famille d'estimateurs pour lesquels on a des résultats de convergence multigrille pour des fonctions avec Lipschitzienne. Ensuite, on a une borne pour le cas où elle est de plus avec dérivée Lipschitzienne en racine de h. Et si jamais cette courbe est en plus biconcave, on a une vitesse en h puissance 5/6 log de h. Alors, ça, c'est pour le cas fonctionnel. Et on s'est ensuite intéressé à l'extension de ces résultats au cas planaire. C'est l'objet de la thèse d'Étienne, qu'il a déjà abordé, que certains d'entre vous ont déjà eu le plaisir de voir. Et néanmoins, ce résultat n'a pas été direct parce qu'il a fallu plusieurs étapes pour pouvoir arriver jusqu'au résultat d'estimation. Des étapes assez conséquentes. Alors, la première, c'est
que contrairement aux courbes, où on a des hypothèses assez simples et connues, il faut des hypothèses sur la courbe qui permettent la mesure de périmètre et puis qui permettent aussi d'établir un lien entre la courbe continue et la courbe discrète pour pouvoir faire des majorations d'erreurs pour enfin aboutir au résultat d'estimation. Alors, ce qui a conduit à établir quelques critères pour les hypothèses sur les courbes. D'une part, on voulait encore une fois que ça soit relativement générique, donc pas nécessairement que ça produise, ce critère ne produise pas nécessairement des courbes C1, C0 est suffisant. D'autre part, que la courbe et la discrétisation restent assez proches, et enfin que les oscillations de la courbe soient contrôlées pour qu'on puisse mesurer le périmètre de manière à peu près fiable. Et si on regarde l'étendue de ce qui a déjà été proposé pour le contrôle des courbes planaires, on a, je n'ai pas listé tous les critères, mais les critères les principaux ne répondent pas à ce qu'on, pardon, les hypothèses principales ne répondent pas aux critères que l'on souhaite avoir. Alors, Étienne a proposé de mettre en œuvre un nouveau critère et ce critère est donc basé sur le contrôle de la courbure, mais avec une hypothèse moindre que C2, donc ce n'est pas la courbure comme on a l'habitude, et ça va être la courbure totale. Alors l'idée, c'est de mesurer la courbure, c'est de mesurer l'écart à la rectitude. Donc quand on a un angle, c'est de mesurer de combien ça s'écarte de l'angle droit, de l'angle de la planarité. Et Milnor a donné une définition pour les polygones en 1950, et puis ensuite pour les courbes continues que l'on va voir. La courbure totale d'un polygone, c'est la somme de ses angles géométriques, donc positifs qu'on soit d'un côté ou de l'autre, simplement comptés en valeur absolue en quelque sorte. Et notez bien que c'est les angles entre la droite et ce qui en dévie. Et voilà, on fait la somme de ces angles et on obtient la courbure totale pour le polygone. Cette mesure, comme c'est l'angle en valeur absolue, est en fait indépendante du sens de parcours et elle s'étend de manière naturelle aux courbes planaires de la manière suivante. Pour la courbure totale d'une courbe planaire, c'est le suprémum des courbures des polygones inscrits dans cette courbe. Elle est aussi indépendante de l'orientation de la courbe et elle a un lien avec la courbure qui est le suivant. C'est pour une courbe paramétrée par longueur d'arc de classe C2. La courbure totale, c'est l'intégrale de la valeur absolue de la courbure. Voilà, donc on a le lien, on voit bien ce que ça peut donner. Et on va pouvoir baser un critère là-dessus. Et ce critère, c'est la courbure totalement totale localement bornée. CTLB pour les intimes. Donc, une courbe a une courbure totale localement bornée avec les paramètres θ delta si pour deux points de la courbe distants de moins de delta par la distance euclidienne, hein. Alors, un des arcs les reliant a une courbure totale inférieure à θ. Alors, on a des exemples pour un θ assez grand, on va dire. Ici, on a deux points qui sont à distance de moins de delta. À ce moment-là, on a un angle assez faible entre les deux. On va avoir donc que ces deux points sont bien vérifient la condition. Et si tous les points de la courbe la vérifient, on a la courbe qui est CTLB. Ici, on va avoir dans le deuxième exemple deux points qui sont relativement proches, mais par contre avec un angle assez grand entre les deux, donc qui ne vont pas vérifier que la courbure totale est plus petite que θ et qui vont empêcher la courbe d'être CTLB. Et de la même manière, les petites oscillations locales additionnent un nombre d'angles très grands qui vont être supérieurs à θ et donc empêcher la courbe d'être CTLB. Voilà, donc avec ces deux derniers exemples, on voit qu'on va réussir à empêcher la courbe d'être trop loin
avec ce petit pic, empêcher ce petit pic et donc la courbe d'être trop loin de sa discrétisation. Et avec les petites oscillations empêchées, on va aussi empêcher la longueur d'être trop loin de ce qui est le cas pour la courbe discrète. Alors, dans la suite, comme en fait, il s'est avéré que le plus grand des angles utiles pour nos théorèmes, c'est pi sur 2 pour θ, on va noter pour courbe pi sur 2 delta CTLB, on va simplement noter courbe delta CTLB pour alléger un peu l'écriture. Et on a un premier résultat topologique sur les courbes CTLB. Donc, si on prend une courbe de Jordan delta CTLB où delta est plus petit que le diamètre de C. Et si de plus, on a une condition sur le pas de la grille qui est que H est plus petit que delta sur racine de 2, alors la discrétisation de Gauss de la courbe C est bien composée et 4 connexe. Alors, c'est un résultat qui nous permet donc d'avoir des garantie sur l'existence d'un bord. Ici, l'objet discret et son complémentaire vont être 4 connexes. Et ces conditions-là que j'ai énoncées vont être de nouveau utilisées dans la suite. Donc, on a défini une grille compatible de la manière suivante. C'est une grille de pas H qui est donc dite compatible avec une courbe de Jordan, delta CTLB. Si delta est strictement plus petit que le diamètre de C, et si H est strictement plus petit que delta sur racine de 2. Donc maintenant, fort de ce critère, donc de cette condition sur la courbe, qui satisfait les contraintes que l'on s'était données au début, on va proposer une manière d'associer la courbe et sa discrétisation pour ensuite pouvoir faire le pendant de ce qu'on avait vu pour les courbes fonctionnelles, c'est-à-dire l'association par motif et l'estimation polygonale. Alors, notre but, c'est donc de définir une fonction xi qui, à un élément du bord discret, associe un point de la courbe continue, point qui est proche. Alors, pour ceci, on va se baser sur la notion de bord pour un, pour un objet discret. Ici, l'élément le plus naturel pour ça, c'est le BEL, donc Border Element, ou élément de bord, qui est défini comme la paire d'un point de l'objet et d'un point extérieur qui lui est 4 voisins. Donc ici, on va avoir, j'ai représenté en gras les belles en question. C'est une paire de points et identifiés au segment qui les relie. Et dans la mesure où le théorème 1 de topologie nous dit que sous condition CTLB, on a les éléments qui sont 4 connexes, on a aussi que le bord est composé de belles qui sont 4 connexes. Et on peut constituer à partir de ces belles une liste chaînée, donc une liste circulaire de ces belles. Alors, naturellement, à partir de la courbe, donc on a obtenu sa discrétisation. Ici, je ne l'ai pas rappelé, mais on s'intéresse à la discrétisation de Gauss. On sait que les belles relient un point à l'intérieur et un point à l'extérieur, donc la courbe continue va passer au travers de ces belles. Et on va pouvoir définir une fonction donc, qu'on a appelée rétrodiscrétisation, puisque à partir d'un bel qui est défini à partir de l'objet discret, on va lui associer un point de la courbe continue qui est l'intersection entre le bel et la courbe continue. Alors, non, je dirai ça un peu plus tard, pardon. Donc voilà. Malheureusement, dans le cas général, cette association n'est pas forcément simple dans le sens où on peut avoir d'une part
deux points d'intersection comme ici en jaune de la courbe avec un même bel. Et d'autre part, le sens de parcours naturel donné par les bels, puisque c'est une liste chaînée, n'est pas forcément respecté par les points d'intersection qui, ici, on voit, ne sont pas dans le même ordre. Heureusement, après longue et délicate démonstration qui fait quand même plusieurs pages, puisqu'il y a beaucoup de cas à écarter et beaucoup de cas à traiter, on a un théorème qui stipule que pour une courbe delta CTLB, toute rétrodiscrétisation définie sur une grille compatible, donc avec les conditions que j'avais données tout à l'heure, produit un échantillonnage croissant. Alors, je ne donne pas la définition mathématique d'échantillonnage croissant, j'ai simplement donné des couleurs pour que vous compreniez un peu l'idée. C'est simplement effectivement que la liste chaînée de Bell suit un ordre qui est le même que celui des petits segments de courbe qu'on obtient entre deux points de la rétrodiscrétisation, de l'image de la rétrodiscrétisation, et que cet échantillonnage de la courbe donc, est bien croissant et se passe correctement. Alors ici, si vous êtes un peu tatillon, vous avez remarqué que je parle de toute rétrodiscrétisation alors que j'en ai défini qu'une. Il se peut que, donc c'est pour ça que j'avais une petite remarque tout à l'heure, il se peut que la courbe soit commune avec ou soit confondue avec un bel sur un passage, et donc il y a plein de rétrodiscrétisations qui sont envisageables en choisissant le point, et il se trouve que toutes en fait définissent un échantillonnage croissant. Et ici, c'est défini entre des bels de points successifs sur la courbe. Mais en fait, ce résultat est généralisé aux sous-suites de Bell qui vont nous intéresser puisque ça sera le cas pour les motifs. Et donc, je n'ai pas redonné le résultat, mais sous condition encore de compatibilité, enfin extension de compatibilité au motif, on obtient encore une fois un échantillonnage croissant de cette courbe. Et à partir de cette association qu'on a réussi à faire via la rétrodiscrétisation, on obtient enfin un théorème d'estimation. Et ce théorème est proposé pour des courbes delta CTLB à courbure totale 1 sur R lipschitzienne. Donc, on a un estimateur local, et cet estimateur local a la propriété de convergence multigrille. Ici, donc, la limite de l'estimateur tend vers la longueur de la courbe. Et d'autre part, on a une majoration de l'erreur, qui est un grand taux qui fait intervenir des termes un peu moins simples à interpréter que précédemment. M3, c'est simplement M3 au cube, c'est la moyenne cubique. M, c'est la moyenne. Et donc, on a une sorte de terme qui fait intervenir les deux moyennes et un terme en inverse de la longueur discrète avec H qui intervient. Bref, sans rentrer dans le détail de ce que ça donne, on peut calculer une vitesse optimale à partir de cette majoration qui est en grand taux de racine de H, comme on avait obtenu pour les fonctions lipschitziennes dans le cadre fonctionnel. Donc, on est content. Mais on a un résultat dans un cas un petit peu plus général. Ici, on n'a plus les conditions lipschitziennes sur la courbure totale. On a juste une courbe delta CTLB. Et à ce moment-là, on a encore un résultat de convergence multigrille et une borne que je ne vais pas détailler pour le coup. Voilà. Alors, ces résultats sont des résultats qui permettent donc d'avoir une famille d'estimateurs assez généraux. Par exemple, les estimateurs basés sur les segments maximaux, si jamais on n'a pas de morceau de droite dans la courbe, ont une taille moyenne qui dépend de la courbure, mais qui vérifie les propriétés des estimateurs non locaux. Alors, on a fait
comment dire, une généralisation pas complète des estimateurs non locaux. Enfin, on a montré que les estimateurs non locaux comprenaient une partie des estimateurs basés sur les segments maximaux dans le cadre fonctionnel. On ne l'a pas encore fait dans le cadre planaire, mais c'est quand même un moyen de prouver les résultats de convergence multigrille pour donc une grande famille d'estimateurs. Maintenant, donc, la convergence multigrille, c'est une propriété asymptotique qui est désirable avec des vitesses de convergence qui donnent des indications sur l'estimateur. Mais comme c'est un grand taux, en général, on n'arrive pas à avoir des résultats directement, qui sont transférables pour une résolution donnée. Et pour ça, nous, on s'est intéressé à proposer de comment dire, donner l'estimation à partir d'une courbe sur plusieurs objets discrets. Simplement parce qu'un objet planaire, selon la position qu'il a par rapport à la grille, va donner différents objets discrets. Alors, on s'y est intéressé dans le but de permettre une estimation un peu plus précise à une résolution donnée, et il s'est avéré qu'en fait, cet ensemble de discrétisation obtenu à partir d'un objet planaire est un objet d'étude riche et sur lequel on a dû se pencher un peu plus que ce qu'on pensait. Donc, on a obtenu des résultats concernant la majoration du nombre d'objets discrets obtenus par translation de l'objet planaire et aussi plusieurs versions d'algorithmes de génération de cet ensemble de discrétisation. Alors, on se donne donc un objet planaire, S, qui est un compact connexe de R, et son bord, c'est une courbe de Jordan, gamma. Et ce qu'on étudie, ça va donc être, dans le cas de la translation, l'ensemble des translatés de S par U, donc U plus S, et en l'occurrence, la discrétisation de Gauss de cet objet, donc on a intersecté avec Z2. Donc phi de S, c'est U plus S inter Z2. On prend U dans R2, mais il se trouve que si on translate l'objet continu d'un vecteur à coordonnées entières, l'objet discret obtenu va être le même à translation entière près. Donc ici, les deux objets discrets obtenus par la translation du disque sont les mêmes si on ne prend pas de référentiel. Et on peut donc, comme ce qui nous intéresse, c'est ces objets-là, on peut donc se concentrer sur les translations dans R2 conscientées par Z2. Et pour faire plus simple, en fait, ça va être de ramener à donc, un ensemble d'antécédents de R2 sur Z2 qui va être le carré 0,1 au carré. Donc, on s'intéresse aux translations, aux objets par translation avec une translation dans le carré 0,1 au carré. Voilà, donc ça, c'est notre fonction d'étude qu'on a appelée fonction duale. Alors, voyons dans un cas précis. Ici, c'est un objet qui est un astéroïde qui a été proposé par Loïc parce qu'il a la propriété intéressante, d'une part, de pouvoir avoir, donc dans le cas où on n'a aucune translation, on a 7 points qui sont dans l'astéroïde. Si on les déplace un peu, on en a moins avec plusieurs configurations possibles. Et dans le cas où on déplace de 0,505, on n'a aucun point dans la discrétisation. Donc, on a une grande variabilité de discrétisation pour cet objet. Maintenant, on s'aperçoit ou disons, on suppute que autour de certaines discrétisations, si on bouge un petit peu l'objet, on va continuer à avoir la même discrétisation. En d'autres termes, que la fonction duale, phi s, est constante autour d'une certaine translation, donc en quelque sorte constante par morceau. Et autour de cette intuition, donc on a cherché un peu et on a obtenu le résultat suivant, qui est que, effectivement, la fonction duale est constante par morceau. Et non seulement elle est constante par morceau, mais on peut déterminer les morceaux sur lesquels elle est constante. Et ces régions où elle est constante sont déterminées par le tracé de la partie fractionnaire
de la courbe gamma. Qu'est-ce que la partie fractionnaire de la courbe gamma? Eh bien, je vais le montrer sur l'exemple suivant. Ici, on a donc l'objet qui est un disque de rayon un peu inférieur à 1. Et quand on va déplacer la grille vers le bas et vers la gauche, pardon, on va avoir soit le point bleu, le point jaune, éventuellement le point vert, enfin bon, les autres points qui vont rentrer dedans, qui vont faire des nouvelles discrétisations. Et ces zones de discrétisation vont être obtenues en superposant les carrés. Donc la partie fractionnaire, c'est les carrés, enfin les pixels, quoi, enfin non, les pixels duals, que l'on superpose, et on voit ici qu'ils apparaissent et qui vont déterminer les discrétisations que j'ai représentées là sur cette zone, sur ce carré qui représente le carré 0,1 dans lequel les translations prennent leur valeur. Alors, comment comprendre ça de manière intuitive? Donc, on est en haut à gauche à 0, 0, en haut à gauche du carré de droite. Et donc, dans cette position, on a un seul point qui est dans la discrétisation, qui est le point bleu. Si jamais on déplace un peu la grille vers la gauche, au bout d'un moment, on va rentrer le pixel jaune dans la courbe. Et effectivement, si on déplace un peu la grille vers la gauche, à un moment, on traverse une zone à partir de laquelle le pixel jaune est dans la discrétisation. Et cette distance est effectivement exactement la distance qui sépare le pixel jaune de la courbe. De la même manière, si on descend un peu la grille vers le bas, on va faire rentrer le pixel vert. Et effectivement, si on fait une translation vers le bas, on va finir par faire rentrer le pixel vert qui est ici, un peu en dessous de pixel bleu. Et vous voyez qu'en déplaçant un petit peu, les zones de frontières vont effectivement correspondre aux zones du bord de l'objet que va traverser le pixel pour rentrer dans l'objet. Donc, en superposant ces différents objets, ces différentes parties fractionnaires, on va obtenir les zones constantes par morceau et les différentes discrétisations. Alors, quand je dis différentes discrétisations, ce n'est pas tout à fait juste, puisque vous pouvez constater qu'à translation entière près, les discrétisations obtenues dans les 4 coins sont exactement les mêmes. C'est composé d'un seul pixel. Donc ici, on voit aussi un deuxième problème qui va arriver, c'est que les zones constantes ne déterminent pas une discrétisation unique. On va avoir ces cellules, on peut compter ces cellules, mais le nombre de discrétisations générées par l'objet va être probablement, enfin en général, moindre que le nombre de ces cellules, simplement parce qu'elles vont être égales à translation entière près. Alors, pour aller un peu plus loin dans la majoration du nombre de discrétisations, on définit les pixels qui peuvent traverser l'objet quand on les translate d'un vecteur qui est dans 0,1 au carré. Et on appelle l'ensemble de ces pixels la frontière discrète potentielle. Donc ici, sur l'exemple, c'est ce qui est en rouge. Et ce qui est en fait obtenu simplement par la dilatation du bord de l'objet par le carré 0,1 et l'intersection avec Z2. Et on appelle le cœur discret les pixels qui sont dans toutes les discrétisations obtenues par translation dans le carré 0,1 au carré. Donc, ça nous donne déjà un nombre de pixels sur lequel on sait qu'on va avoir les différentes discrétisations. Et dans le cas général, on a une borne naïve qui est que le nombre d'objets discrets générés par translation et discrétisation de Gauss, ça va être toutes les configurations possibles sur cette bordure discrète potentielle. Donc, en l'occurrence, le nombre de discrétisations va être inférieur à 2 puissance le nombre de pixels dans ce bord discret potentiel. Alors, est-ce qu'elle est atteinte? C'est possible. C'est possible de l'atteindre avec des objets qui, comme on superpose les parties fractionnaires, c'est-à-dire en fait les carrés, il suffit de faire en sorte que chaque carré recoupe toutes les parties des zones générées par
la superposition des carrés précédents. Donc, on complexifie de plus en plus et de cette manière, on génère l'ensemble des discrétisations possibles à partir de l'objet. Donc, oui, c'est possible. Donc, dans le cas général, on ne pourra pas obtenir mieux que cette borne-là. Mais dans le cas, on va dire, non général, on a quand même un nombre qui est relativement plus faible. Ici, dans l'exemple que je vous ai donné, on a la frontière discrète potentielle qui est composée de A, B, C, D. Et donc, ça fait un nombre de 2 puissance 4 égale 16 de discrétisations possibles. Mais la réalisation nous donne en fait 8 discrétisations différentes à translation entière près. Ici, dans cet objet, là, on a 2 puissance 7 discrétisations possibles, puisque tous les pixels peuvent sortir de la discrétisation. Et on en a beaucoup moins, on en a 10 en pratique. Alors, l'idée pour majorer pour donner une majoration à partir de l'objet du nombre de discrétisations, sans les calculer toutes, c'est de se dire le nombre de majorations, le nombre de discrétisations est inférieur ou égal au nombre de cellules. Donc, on va compter les cellules dans cette représentation de l'image de la fonction duale. Alors, compter les cellules, c'est assez compliqué. Ça ne fait pas appel à une équation précise et c'est plus facile de compter les intersections. Et il se trouve qu'on a prouvé que l'on pouvait majorer le nombre de cellules dans la discrétisation par une version un peu élaborée du nombre d'intersections de gamma. Je dis ça parce que en fait, le théorème est un peu plus complexe que ce que présenté là. Ce n'est pas ça, le nombre d'intersections. On peut avoir des intersections multiples. On peut avoir des courbes qui se superposent pendant un certain temps. Enfin bon, bref, les cas sont assez variés. Mais au final, ça revient à majorer par le nombre de d'intersections des courbes issues de la partie fractionnaire. Et ça, c'est plus facile à calculer parce que c'est deux courbes qui se croisent, c'est l'intersection donnée par une équation quand on a une version analytique. Donc, c'est résoudre des équations. Et ça permet d'obtenir des majorations dans le cas convexe. Alors, dans le cas convexe, en général, les choses se passent mieux et on a commencé par se demander si on avait effectivement une adéquation entre les ensembles discrets générés et les cellules sur le tore, en fait, c'est 0,1 au carré. Est-ce que cette fois, on avait exactement le même nombre? Alors, il se trouve que ce n'est pas le cas. Là, ici, on a un contre-exemple qui a été proposé par Loïc. Le triangle en bleu est l'objet. Il peut faire rentrer ou sortir les pixels dénotés A, B, C, D, E. Et il se trouve que la discrétisation composée de B et C peut être obtenue dans la position basse, ici, qui va correspondre à une des deux zones. Là, je ne vais pas chercher à savoir laquelle. Et la position haute correspond à la même discrétisation, mais on ne peut pas passer continuellement de l'un à l'autre parce que la largeur du côté du triangle en bas est plus grande, un tout petit peu plus grande que la distance entre A et D. Donc ici, on a fait le cas limite, mais en fait, on peut bien les séparer. Et donc, même dans le cas convexe, on va avoir deux cellules qui correspondent à la même discrétisation. Donc, on n'a pas comment dire, correspondance entre le nombre de discrétisations et le nombre de cellules. Enfin, entre la discrétisation et les cellules, et a fortiori entre leur nombre. Cependant, si on note n le nombre de pixels dans la frontière potentielle, on va pouvoir, dans le cas discret, majorer le nombre d'objets discrets obtenus par translation du solide planaire.
de la manière suivante. Donc, c'est 4n carré plus 4n moins 6. Et quand on est à haute résolution, on va s'orienter vers du n carré plus 4n moins 6. Alors, donc, c'est un nombre de discrétisation qui est en le carré du nombre de pixels sur le bord de l'objet. Simplement parce qu'en fait, pour un objet convexe, les parties fractionnaires, leur intersection, il ne va pas y en avoir tant que ça, parce que par convexité, on peut limiter le nombre d'intersections. On en aura une ou deux au maximum. Et c'est à rapprocher du résultat qui a été obtenu par Huxley en 2006 dans le cas précis du disque. Alors, Huxley s'était intéressé au disque et il avait obtenu un ordre de grandeur du nombre de discrétisations pour le disque qui est en 4pi R2 plus grand taux de R2 où R c'est le rayon du disque. Et pour notre borne, si on met en rapport, c'est-à-dire qu'on estime un peu le rayon, le lien entre le rayon et le nombre de pixels sur le bord, on obtient que le nombre de pixels sur le bord est à peu près de 4 racines de 2 R pour le disque, ce qui nous donne une équivalence en 32 R2. Ce qui est aussi du R2, et par rapport à 4pi qui fait à peu près 12, c'est 3 à 4 fois moins. Donc, c'est du même ordre, sauf que c'est pour tous les convexes et pas uniquement pour le disque. Voilà. Alors, on a aussi obtenu des résultats pour des polygones, pas que des polygones convexes, des polygones en général. Et pour des polygones à pente irrationnelle, on a le nombre d'objets discrets générés par translation qui est en grand taux de 1 sur H2, donc encore du carré. Et dans le cas où on a un polygone à coordonnées entières, le nombre de discrétisations peut être majoré par les PIQJ moins PJQI ou PI sur QI et la pente du côté I. Donc, c'est un nombre que l'on peut calculer de manière exacte. Voilà. Alors, j'arrive à la conclusion. Donc, dans cette exposé, puis dans nos travaux, donc on s'est intéressé à généraliser la propriété, à donner un cadre général à la convergence multigrille sur des estimateurs non locaux en moyenne et sur des courbes fonctionnelles lipschitziennes où avec certaines conditions supplémentaires sur la dérivée, on obtient des vitesses de convergence. On a aussi développé récemment dans la thèse d'Étienne Lequintrec le cas planaire avec un gros travail pour produire une fonction qui associe de manière unique les points de la courbe continue avec le bord de l'objet discret et des résultats de convergence sous hypothèse CTLB. Et sur les ensembles de discrétisation par translation, on a une borne naïve sur la majoration. On a aussi obtenu une borne produite à partir des intersections c'est difficile à dire, mais c'est une représentation de l'image de la fonction duale. On a aussi une borne dans le cas convexe, enfin qui permet d'avoir une borne dans le cas convexe et dans le cas polygonal avec côté irrationnel et rationnel. Côté à pente irrationnelle et rationnelle. Les perspectives pour ce travail, c'est d'une part, à court terme, l'étude théorique de l'estimation différentielle pour obtenir des résultats, enfin, étudier les propriétés similaires comment dire, de compromis entre les erreurs de manière sur l'estimation différentielle. Et je profite de cette audience que l'on me donne pour signaler qu'un sujet de thèse est disponible pour la rentrée prochaine. Donc voilà, si jamais il y a des candidats, vous trouverez le lien sur ma page et sur la page de mon équipe, enfin, image. Voilà. À moyen terme, on s'intéresse à l'extension des résultats obtenus par Étienne au cas 3D. Alors, je dis à moyen terme parce que Étienne est en train de rédiger sa thèse, donc il ne va pas s'y intéresser tout de suite. Voilà.
Pour les travaux sur les discrétisations, on a commencé à travailler un peu avec, pour voir le lien avec les transformations rigides. Alors, le coronavirus nous a un peu ralenti les réunions qu'on avait commencé à mettre en place, mais j'espère qu'on pourra continuer ce travail. On travaille aussi actuellement sur la génération efficace dans le cas polygonal de l'ensemble des discrétisations, avec comme but donc l'évaluation des estimateurs. L'évaluation des estimateurs, j'en ai pas parlé, bon, faute à la fois de temps, mais aussi les choses ne sont pas encore développées complètement. Ici, vous avez un exemple. On a un objet bien connu là sur la gauche. Au milieu, c'est le support du dual, c'est-à-dire l'ensemble la trace des parties fractionnaires du bord de la courbe. Et sur chaque cellule, on a une discrétisation pour laquelle on peut calculer la valeur de l'estimateur. Et sur la gauche, on a l'erreur entre cette estimation et la valeur réelle qui est représentée en bleu pour ce qui est sous-estimé, en rouge pour ce qui est surestimé. Et donc ici, on voit une distribution de l'estimation qui permet à la fois bah, non seulement de donner une erreur moyenne, mais là de donner aussi des statistiques d'ordre 2, voire plus d'informations sur l'estimation en elle-même. Donc ça, c'était le but initial. Ça reste possible, mais comme le nombre de discrétisations augmente, pour l'instant, la priorité, c'est d'avoir un générateur efficace de discrétisation pour pouvoir l'utiliser pour l'estimation des évaluateurs. À moyen terme, on a des généralisations qui sont en cours, du moins au moins théorique, pour les transformations rigides en 3D et ND, et plus généralement pour les isométries. Et puis, on a aussi le problème inverse qui peut être intéressant, c'est-à-dire à partir de l'ensemble des discrétisations, qu'est-ce qu'on peut déduire comme propriété sur l'objet continu. Voilà. J'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions que vous avez. Merci Étienne et bravo pour ces belles exposés. Alors on a pas mal dépassé, hein, j'ai pas osé t'interrompre, mais bon, c'est pas très, très grave. Mais il reste quand même, moi, si on dépasse un petit peu sur la pause, on va pouvoir poser quelques questions rapides. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Ah questions oui, dans on le peut chat? essayer, oui.